est le directeur général de Partenaires Europe, société de conseil en développement international. Patrick Edry, bonjour. Bonjour. Vous vivez depuis 19 ans en Pologne, pays dont vous êtes devenu un des meilleurs spécialistes français. Vous êtes auteur de tribunes remarquées dans plusieurs médias. Je vous ai suivi souvent sur le Figaro Vox, Valeurs Actuelles, mais aussi dans La Croix, Libération et le quotidien Le Monde. Et globalement, le fil conducteur, c'est de mettre en garde contre l'analyse qu'offrent la plupart des médias sur la situation géopolitique et même politique à l'est du vieux continent et tout particulièrement en Pologne. Si l'on écoute Emmanuel Macron, Patrick Edry, la Commission européenne et de nombreux médias à nouveau, si on les croit, si on les écoute, eh bien la Pologne est devenue un pays, on ne va pas dire une dictature, mais on va dire un pays très autoritaire. Vous n'êtes pas d'accord avec cette vision? Non, alors pour comprendre cette vision, il faut un peu revenir en arrière et comprendre un peu quel est le paysage politique de la Pologne. Il est dominé par deux partis, donc la PO, la plateforme civique, et le PiS, le parti droit et justice en fait. Et donc ces deux partis se partagent à peu près 3/4 des électeurs et sont tous les deux issus du syndicat Solidarność, donc le fameux syndicat Solidarność en français, qui s'est battu contre les communistes, contre le régime communiste et avec succès. Ces deux partis ont aussi deux fondateurs qui sont issus aussi de Solidarność et ces deux fondateurs se détestent cordialement, on va dire, ont une haine vraiment sans limite l'un pour l'autre. Et donc ces deux fondateurs sont M. Kaczynski, qui est plus connu en France pour être le frère jumeau du président, vous savez, qui est mort lors de l'accident de Smolensk. Et le deuxième, donc qui est président du parti Droit et Justice, et le deuxième, donc, est Donald Tusk, qui lui est plus connu en France pour être le président du Conseil européen, et qui est aussi le fondateur du parti La Plateforme Civique. Et donc la Plateforme Civique de Donald Tusk est un parti libéral, qui ressemble beaucoup à La République En Marche, dont la clientèle électorale est une clientèle, on va dire, qui est plutôt bénéficiaire de la mondialisation. C'est aussi un parti très proche des milieux d'affaires, trop proche pour certains. Et donc vous avez en face le parti Droit et Justice, qui lui est un parti qui est plutôt une assise populaire, mais aussi qui est encadré par des élites, l'élite catholique polonaise, et qui est lui, entre eux, on va dire, est proche en tout cas des républicains américains, et aussi des gaullistes, mais des gaullistes avec un logiciel d'avant mai 68. D'ailleurs, vous avez le président du parti, donc M. Kaczynski, est fondateur, qui est un fervent admirateur du général de Gaulle, qui le cite très souvent. Il se considère lui-même, je pense, comme un gaulliste, et même son premier ministre et se considère aussi comme un gaulliste. Et d'ailleurs, lors d'un discours au Parlement européen, il a affirmé que la vision du général de Gaulle, c'était la vision de l'Europe que voulait la Pologne. Donc c'est quand même assez fort. Il a dit ça cet été au Parlement européen. Bien sûr, aucun média ne l'a repris. Et ce parti PiS, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc Droit et Justice, c'est un parti donc conservateur, mais surtout qui fait de la droiture et de la probité son cheval de bataille. Si les Polonais l'ont élu, c'est parce qu'il promettait en fait enfin il savait déjà que ça allait arriver, c'est de combattre la corruption avec toutes ses forces, qu'il ferait tout pour combattre la corruption en Pologne. Et donc on est arrivé en 2015, et en 2015, vous avez le PiS qui est comme d'habitude opposé donc à la plateforme civique de Donald Tusk, et cette plateforme civique est minée en 2015 par un nombre d'affaires incalculable. Et donc là, les Polonais en ont eu assez, ils se sont dit on va mettre le PiS au pouvoir pour faire un peu le ménage dans les écuries d'Ogias. Et c'est là que tout a commencé, en fait, parce que le PiS a gagné les élections coup sur coup, législatives et présidentielles, et en même temps, Donald Tusk, été nommé président du Conseil européen, et donc a porté le combat politique sur la scène européenne, alors que c'est un combat politique habituel, national, qui oppose un parti conservateur et un parti libéral. Et M. Tusk termine bientôt son mandat. Voilà, tout à fait. Et donc, il y a de grandes chances qu'il revienne pour les législatives en 2019. Donc, en Pologne, c'est tous les 4 ans, les législatives. Et donc, bien sûr, ce serait d'un grand intérêt pour lui que le PiS soit disqualifié auprès de la population à cause des mesures que prend la Commission européenne. Voilà, c'est un peu lui qui mène la contestation à l'Europe, si j'ai bien compris, et sur place, puisqu'il se destine à revenir dans la vie nationale d'ici 2019-2020. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, son remplaçant au parti est un peu une figure qui n'existe pas. Et le but, c'est de pouvoir revenir à tout moment comme un sauveur
de la Pologne, qui est sous le joug, enfin en tout cas qui est sous le coup de sanctions de l'Union européenne. Alors le PiS, le parti au pouvoir, hein, on est bien d'accord, est issu de Solidarnosc, ça j'ai bien entendu, et en fait Solidarnosc semble plutôt quand même du côté de ce gouvernement. Mais si, là encore, je lis les médias, on a l'impression que c'est la société civile qui résiste à ce gouvernement. Et la société civile, c'est Solidarnosc. Oui, enfin, vous savez, ça fait partie des nombreux faits qu'on a fait contre la Pologne, parce que les deux principaux acteurs de la société civile en Pologne, c'est d'abord l'Église. L'Église, vous avez comme près de 40% de la population qui va régulièrement à l'Église, donc c'est un acteur de la société civile extrêmement important, parce que tout autour de l'Église, vous avez des associations, vous avez le Secours catholique, Caritas, etc. Et donc, ensuite, vous avez aussi Solidarnosc, qui effectivement est aussi un acteur qui est du côté du gouvernement, plutôt du côté du gouvernement. C'est le syndicat de travailleurs. Hein, oui, tout à fait. C'est le premier syndicat de travailleurs, c'est 600 000 travailleurs. Alors la différence avec la France, c'est que c'est un syndicat de droite. Donc c'est la grosse différence. Alors pour ce qui est de la société civile, vous savez, lors des la plus grande manifestation en Pologne a rassemblé seulement 60 000 personnes. Et ces 60 000 personnes, selon le décompte de journalistes qui sont anti-gouvernement. Donc je prends leur décompte. Et quand on y pense, c'est quasiment rien. Le contrat première embauche en France a rassemblé 500 000 personnes. 500 000 personnes pour le contrat première embauche. En Pologne, le pays qui a combattu le communisme, qui l'a mis à mal, qui l'a fait tomber, via notamment des manifestations de masse, il n'y a que 60 000 personnes qui ont participé à la plus grande manifestation. Actuellement, les manifestations, c'est plutôt 4 000 personnes, vous voyez. Et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que le PiS est au pouvoir depuis 3 ans et continue de caracoler en tête dans les sondages. Si demain il y avait des élections, il serait réélu haut la main et avec un meilleur score qu'en 2015. Enfin, ça n'empêche qu'il y ait des manifestations avec des politiques, des gens de la culture, des gens des médias, des gens qui comptent, les élites. Oui, moi j'appelle ça la convergence des luttes de groupements d'intérêts. Parce que quand on regarde les médias, donc c'est essentiellement des médias, vous avez beaucoup de journalistes qui étaient avant dans les médias publics. Parce qu'en 2015, vous aviez les médias publics et les médias privés qui étaient contre le PiS. Et donc, en arrivant au pouvoir, le PiS a changé les journalistes. Mais c'est normal en Pologne, il y a une sorte de spoil system qui fait que à chaque nouvelle législature, on change les journalistes, on met ceux de son bord. En fait, c'est en tout cas dans le privé, hein, pas dans le public, pas dans le privé. Donc ces gens-là qui sont dans la rue ont un intérêt direct pour un changement de gouvernement, parce qu'ils savent qu'ils reprendront leur poste. La même chose pour la culture. La culture reçoit moins de subventions, enfin la culture, les théâtres subventionnés, etc., reçoivent moins de subventions parce que le PiS a diminué leurs subventions pour pouvoir alimenter les allocations familiales. Vous avez le même phénomène. Vous avez les anciens de la sécurité communiste, donc de la structure de sécurité du régime communiste, qui avaient des retraites extrêmement élevées par rapport à la moyenne de la population. Et donc le PiS, pour financer aussi les allocations familiales, a décidé de les mettre au même niveau que la population. Donc c'est pas moins, c'est au même niveau. Et donc c'est les gens que vous voyez dans la rue souvent, vous voyez des personnes âgées dans la rue, c'est souvent des retraités en fait, des anciens des services de sécurité du régime communiste. Encore une fois, ce sont des gens qui ont un intérêt à un changement de gouvernement. Après, vous avez aussi, et ça c'est un peu typique au pays de l'Est, vous avez toute une galaxie d'associations qui ne représentent qu'elles-mêmes. Qui sont 2 ou 3, voire 100 parfois, mais ce sont des associations qui sont très nombreuses, mais qui ne représentent pratiquement personne. Tout ce petit monde est extrêmement médiatique, mais aussi très peu représentatif de la population polonaise. Alors bien sûr, à côté, vous avez aussi les militants de gauche aguerris, hein, et les militants de la plateforme civique de Donald Tusk, qui sont présents aux manifestations. D'ailleurs, ils encadrent beaucoup. Hein. À chaque fois que vous voyez à la télévision une manifestation, vous voyez que tous les manifestants ont les mêmes ballons, les mêmes t-shirts, ont des très belles banderoles, parce qu'elles sont très marketées. C'est des manifestations qui ne sont pas du tout spontanées, qui sont vraiment très encadrées. Donc, toutes ces personnes-là ont un intérêt direct à un changement de gouvernement. Et leur problème, c'est que ni la loi ni le peuple ne sont derrière eux. Donc, leur dernière solution pour pouvoir changer le gouvernement, c'est de pouvoir... c'est d'aller devant la Commission européenne et de faire tomber le gouvernement, ou en tout cas de s'arranger pour qu'il soit exclu des élections, que les Polonais aient tellement peur qu'il n'y ait plus de subventions, que l'Union européenne leur mette des bâtons dans les roues, qu'ils changent de gouvernement.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des apports étrangers? On voit bien que dans Hongrie, etc., par exemple, M. Orban dénonce les agissements de M. Soros, qui s'immisce par son argent et par ses activistes dans la vie politique hongroise. Est-ce que ça existe aussi de la même forme oui. en Pologne, et peut-être le même responsable, peut-être? Ah oui, tout à fait, mais vous avez en plus en Pologne, c'est tout à fait transparent. La plupart des associations le disent, des fondations. Il y a la fondation Batoré, qui est une fondation qui dépend de Soros, qui est très impliquée. Vous avez de nombreuses fondations et associations, effectivement, qui dépendent de Soros. Vous avez aussi un journal qui s'appelle Gazeta Wyborcza, qui est donc le plus grand journal, le deuxième plus grand journal polonais, et qui est un journal dont M. Soros est actionnaire. Et ce journal est la référence en France pour les journalistes. La plupart des informations viennent de ce journal. Et ce que disent jamais les journalistes, enfin peut-être qu'ils ne le savent pas, je ne sais pas, hein, c'est qu'en plus que M. Soros soit actionnaire de ce journal supporte, mais de façon claire et directe, Donald Tusk et la plateforme civique. En plus, Donald Tusk, la plateforme civique, quand ils étaient au pouvoir, donnait 50% des subventions à la presse écrite à ce journal, alors qu'il fait moins de 20% des tirages. Alors quand je dis qu'il supporte Donald Tusk, vous savez, en Pologne, c'est normal. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblants en Pologne, les journalistes ne se cachent pas derrière une impartialité. Tout le monde sait qu'un tel est de tel bord, et un tel est de tel bord. Quand vous regardez la télévision privée, vous savez que vous savez qu'il y aura des journalistes conservateurs. Quand vous regardez une télévision libérale, vous savez qu'il faut regarder un journaliste libéral. Ça, personne ne cache ses opinions. Cette déstabilisation, elle se traduit par ce que vous appelez une guerre de l'information contre la Pologne. Alors, guerre de l'information contre la Pologne, on se dit tout le temps, ça y est, il est tombé dans le complot, dans le complotisme. Oui, alors je vais vous dire, moi jusqu'en 2015, j'écrivais des tribunes dans la presse française. Et c'était plutôt des tribunes économiques et stratégiques sur l'Europe. Et puis, au moment où le PiS a pris le pouvoir, j'ai commencé à voir apparaître des informations, mais qui n'existaient pas, totalement fausses. Par exemple, on a inventé une grève de professeurs contre les manuels scolaires qui n'a jamais existé. Enfin, des exemples, j'en ai des centaines comme ça. Et c'est même pas, si vous voulez, d'avoir un biais partisan, parce que je dirais que c'est presque normal. Dans tout article, on a forcément sa culture, etc. On va avoir un biais, mais ce sont des informations qui sont complètement inventées. Est-ce que la presse, elle n'est pas muselée? Alors, je sais bien, je crois que votre épouse est polonaise. Tout à fait, oui. Donc, elle doit peut-être quand même vous donner cela. Il y a quand même l'idée, est-ce que c'est un mensonge que la presse est quand même muselée par le pouvoir? Ben alors, la presse polonaise, il n'y a aucune inquiétude à avoir pour elle. Elle est extrêmement libre et extrêmement multiple. Et il y a oui, non, ça je dirais pas ça, parce que ce serait méchant pour les Polonais, mais il y a un réel pluralisme. Vous avez en grosso modo, vous avez un tiers des télévisions et des radios qui sont totalement anti-gouvernement, mais en est quasiment ridicule. Après, vous avez un autre tiers qui est contre le gouvernement, comme dans toute démocratie, et ensuite vous avez un dernier tiers qui est pro-gouvernement. Et ça concerne la radio et la télévision. Quand on regarde la presse écrite, vous avez en gros 75% de la presse écrite qui appartient à des groupes étrangers. Et notamment, en gros, 50% des groupes allemands. Et cette presse écrite, je ne vais pas dire dans sa totalité, mais dans sa très très grande majorité, est anti-gouvernement. Elle tire tous les jours à boulet rouge sur le gouvernement. Vous avez même le PDG d'Axel Springer qui a envoyé un mail à ses journalistes. Ça a fait un grand scandale en Pologne, c'est connu, on pouvait le retrouver partout, leur disant ce serait bien de souffler cela à nos lecteurs, ce serait bien pour qu'ils fassent ainsi et ainsi. Et tout ça, pourquoi? Pour supporter la candidature, enfin la nomination de Donald Tusk à la présidence du Conseil européen. Donc encore une fois, on voit que la plupart des médias libéraux sont du côté de Donald Tusk. Et vous voyez, par exemple, en France, la télé, on va dire que la télévision publique est à gauche et la télévision, la télévision privée est plutôt libérale de centre. Donc on peut dire que 90% des chaînes représentent peut-être 40% des opinions des Français. En Pologne, ces 40%, c'est rien que la télévision publique qui les représente. Si vous prenez en plus le privé, on peut dire que 90% des chaînes représentent 80% des opinions des Polonais. La liberté de la presse, si je vous écoute, elle est totale. D'accord, dans TAC, mais alors qu'est-ce qu'il en est des libertés publiques alors? Parce qu'elles sont vraiment menacées.
Il suffit de lire une nouvelle fois les rapports qui sont faits. Hein. On ne peut pas non plus faire l'impasse sur les atteintes à l'état de droit, notamment par la très controversée législation, je me fais l'avocat du diable, sur la réforme des systèmes judiciaires polonais. La France et Bruxelles se montrent d'ailleurs très fermes sur l'état de droit. Oui, mais enfin, vous savez, c'est toujours les mêmes discours, les mêmes tirades, l'état de droit, les valeurs de l'Europe, la démocratie en danger, mais moi, j'ai souvent des discussions avec les journalistes et les élus, et à chaque fois, je leur pose la même question. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous permet, quels sont les faits qui vous permettent d'affirmer cela? Et à chaque fois, on ne me répond pas. Ou si on recommence la tirade, mais on ne me donne jamais aucun fait, parce qu'il n'existe pas ces faits. En Pologne, vous avez l'opposition qui peut manifester autant qu'elle veut. Vous avez la liberté de la presse, mais qui est totale, qui est vraiment... Vous savez, en Pologne, ce qui arrive à M. Onfray, à M. Zemmour, ou à Frédéric Tadei, qui est obligé de s'exiler sur Russia Today pour pouvoir mettre en place des débats, mais c'est inimaginable. Les débats sont extrêmement virulents en Pologne. En Pologne aussi, comme je vous disais, la presse tire tous les jours à boulet rouge sur le gouvernement polonais, et vous avez une sécurité totale. Enfin totale, c'est exagéré. Vous avez un pays qui est quand même assez sécure. Une femme en mini-jupe peut se promener un peu partout dans le pays aux heures qu'elle veut. Elle va pas avoir d'inquiétude particulière. Non, moi, si je m'inquiète pour la liberté, c'est plutôt en France. Mais pourtant, il y a des demandes de la Commission et du Parlement européen. La Pologne, pour apaiser ce type d'inquiétude, et pour la première fois de son histoire, la Commission européenne a déclenché l'article 7, le fameux article 7, l'arme nucléaire qu'on utilise contre la Hongrie aussi. Oui, tout à fait. Alors, vous savez... C'est une vraie arme nucléaire, hein, parce que si la Hongrie devait s'opposer, parce qu'il faut l'unanimité, hein, voilà. Pour l'article 7, la Hongrie devait s'opposer à la stigmatisation de la Pologne, mais comme la Hongrie est aussi, si j'ai bien compris, sous le coup de ce même type de procédure, en fait, il voudrait faire cette procédure pour la Pologne et la Hongrie en même temps, ce qui ne permettrait pas à la Pologne de voter pour la Hongrie, et la Hongrie pour la Pologne. Oui, ça, c'est une hypothèse. Oui, c'est très clair. C'est une hypothèse. Mais alors, pour ce qui concerne la Pologne, on parle déjà de l'arme nucléaire. C'est comme un pays allié, c'est comme un pays ami, c'est notre plus vieil ami en Europe. Déjà, vous voyez, le vocabulaire est extrêmement guerrier. C'est quand même je trouve ça pas très normal d'utiliser ce type de vocabulaire. Et puis, si vous lisez bien ce que dit la Commission européenne, elle part toujours de menaces. Elle n'a jamais des faits concrets. Le seul fait concret qu'elle ait eu à donner, c'est le fait, enfin en tout cas à déposer auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est deux choses. C'est que la retraite des juges femmes et hommes ne sont le départ à la retraite des juges femmes et hommes n'est pas le même, 60 et 65 ans. Bon, déjà, je vois pas en quoi ça menace la démocratie, en quoi ça menace l'Europe, le fait que le départ à la retraite des femmes et des hommes ne soit pas le même. Et ensuite que les juges partent à la retraite à 65 ans et non à 70 ans. Et là aussi, on ne comprend pas, parce que si vous voulez, la Constitution polonaise, dans son chapitre 7, article 180, alinéa 4, eh bien, précise clairement, c'est écrit noir sur blanc, l'âge de départ à la retraite des juges est décidé par la loi. Donc c'est totalement incompréhensible, c'est pas du tout anticonstitutionnel. Néanmoins, cet article 7, c'est une épée de Damoclès sur la Pologne. C'est pris au sérieux par le gouvernement polonais. Oui, c'est pris au sérieux par le gouvernement polonais, mais... Est-ce que ça va l'amener à revenir sur sa réforme du système judiciaire ? Non. Je ne pense pas. Déjà connaissant les hommes qui a au pouvoir, ce sont des gens qui ont décidé, qui sont d'une extrême probité, qui ont décidé de changer le système judiciaire. Parce que le problème du système judiciaire en Pologne, c'est que vous avez toujours des anciens juges communistes qui étaient présents, en tout cas jusqu'à la réforme justement des retraites. Donc le but de baisser l'âge à 65 ans, c'est en fait à la fois de décommuniser le système judiciaire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces juges-là, qui ont quand même jugé des opposants sous le régime communiste, qui ont mis des opposants en prison sous le régime communiste, ont nommé, avec l'âge, en fait, sont montés dans la hiérarchie et étaient les personnes qui pouvaient nommer les futurs juges. Alors, les juges nommés sont jeunes, n'ont pas exercé sous le régime communiste, mais ils sont redevables de ces nominations. Et en plus, ce qu'on a remarqué, c'est un népotisme assez important. Vous avez de nombreux juges qui nommaient leurs enfants, qui nommaient leurs conjoints, etc. Et donc le but de cette réforme, c'est de mettre un grand coup de balai, parce que l'autre problème qu'il y avait, c'est qu'on s'est rendu compte que de nombreuses affaires politiques, notamment, de corruption politique, étaient enterrées par les juges.
Bon, ça après, on peut être d'accord ou pas, mais pour certains, c'est l'une des mamelles de la corruption en Pologne, c'est cette alliance, on va dire, entre d'anciens communistes et une partie de la plateforme civique qui ont décidé, en gros, de se partager le gâteau dans l'entre-soi, de faire leurs petites affaires entre eux. Pourquoi on en veut à la Pologne? Parce que sur le papier, vous dites c'est un ami, un allié. Oui, c'est surtout un ami, un allié des États-Unis, prioritairement. Et est-ce que ce n'est pas suffisant pour être protégé aujourd'hui, d'être un allié fidèle, loyal des États-Unis? Vous savez, ils n'ont pas le choix, hein, les Polonais, d'être un allié des États-Unis. Le PiS, quand il est arrivé au pouvoir, il a proposé souvent à François Hollande et à Angela Merkel des alliances au niveau sécuritaire. Ils les ont toujours balayées. Toujours. Donc, vous savez, le contrat d'Airbus hélicoptère qui a été annulé, il a été annulé juste après le sommet de Bratislava, où justement le PiS a fait des grandes propositions pour la sécurité en Europe. Et on leur a dit non. Donc, il faut comprendre que les Polonais n'ont pas le choix, en fait. C'est pas l'Europe qui va assurer leur sécurité vers la Russie. Alors, je sais que pour beaucoup en France, la Russie n'est pas un danger, mais c'est vraiment une peur atavique pour les Polonais, la Russie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ils pensent toujours que leur seule menace pour leur sécurité, c'est la Russie. À tort ou à raison, ça c'est un autre débat. Après, pourquoi on le fait? Alors, quand vous regardez les faits, malgré tout, on se demande déjà, même au-delà du bien fondé des attaques de la Commission européenne et du Parlement européen, on sait qu'en tout cas pour la Pologne, normalement, elles ne pourront pas aller jusqu'au bout, la procédure ne pourra pas aller jusqu'au bout parce qu'il y aura le veto, normalement bien sûr, de la Hongrie, mais aussi de la Tchéquie, voire des pays baltes, sûrement de la Roumanie, la Croatie aussi, il y a des grandes chances qu'elle mette son veto. Donc cette procédure n'ira pas jusqu'au bout. Ensuite, vous avez les leaders libéraux qui accusent la Pologne de mettre en danger l'Union européenne. Mais la Pologne, alors c'est un pays important dans l'Union européenne, mais c'est pas un pays clé de l'Union européenne. Ensuite, la Pologne, le PiS au pouvoir, n'est au pouvoir que depuis 3 ans. Les libéraux se partagent le pouvoir en Europe depuis à peu près 20 ans quand même, quand on y pense. Et quand je dis libéraux, c'est à la fois la partie socialiste libéraux et la droite libérale qui gouverne l'Europe depuis 20 ans. Et ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que ces libéraux se rendent compte qu'il y a une vague conservatrice qui arrive sur l'Europe. Et au lieu de débattre avec cette vague, d'essayer d'avoir un débat politique, un débat d'idées, de trouver un consensus, comme l'Europe s'est toujours construite, elle s'est toujours construite sur des consensus, soit entre pays, soit entre la gauche et la droite. Non, là, ils décident de judiciariser le débat, d'utiliser la Commission européenne comme un instrument de répression contre ceux qui ne pensent pas comme eux. Et ça, je trouve ça particulièrement inquiétant parce que je pense que ce qu'on appelle parfois la Maison Europe, qui a des fondations gréco-romaines, un ciment chrétien et puis un toit qui devait être l'Union européenne et qui devait nous protéger des intempéries, est vraiment en danger. Regardez, les fondations gréco-romaines ont déjà été ébranlées avec le traitement qu'on a fait subir au peuple grec, avec la façon dont on a parlé des Picts, donc les cochons, qui ressemblaient le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Donc on a ébranlé ces fondations. Ensuite, on s'est attaqué au ciment. Parce que la Pologne, qu'est-ce que c'est si ce n'est vraiment, on va dire, le ciment chrétien vivant, entre guillemets. Et puis là, maintenant, on a l'impression qu'on va s'attaquer au toit, puisque Emmanuel Macron parle de refondation, parle tout le temps de refondation de l'Union européenne, mais personne ne sait ce que va être cette refondation. Et je trouve très emblématique que la personne qui incarne cette volonté de refondation, c'est Daniel Cohn-Bendit, le leader donc de mai 68, qui a détruit, qui voulait aussi refonder la société, qui a finalement qui a détruit nos liens, ces liens-là, et qui n'a rien reconstruit derrière. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'actuellement, on a une sorte de technocratie libérale qui est en train, moi j'appelle ça la technocrature, qui est en train d'imposer une sorte de remplacer les fondations, les murs et le toit par une chape de plomb. Une chape de plomb sous laquelle on aurait une sorte de nouvel européen, sans attache, hors sol, avec des droits illimités, et puis à l'intérieur des États qu'on malmène, et puis surtout une société que moi j'appelle une société no limite, une société sans obligation, sans foi ni loi, et dans laquelle, en fait, il faut se dire la vérité, dans ce genre de société, c'est toujours la loi du plus fort qui règne. En même temps, je vous dirais que je
Je ne suis pas très pessimiste pour la Pologne, parce que ces 3 derniers siècles, elle a survécu à des empires, des tyrannies, comme le nazisme, les soviétiques, etc. Donc cette technocratie libérale, je ne vais pas dire qu'elle va en faire qu'une bouchée, mais elle va s'en défaire assez facilement. Par contre, je suis beaucoup plus inquiet pour la France, oui. Merci beaucoup d'être venu Merci à vous. France. Merci pour l'invitation. Pour votre séjour en France, nous parler de la Pologne. Et j'étais particulièrement ravi de vous accueillir pour avoir cette vision sur un pays que les Français apprécient vraiment. Merci beaucoup. Merci.